Bonjour chers étudiants, le cours d'aujourd'hui porte sur les systèmes multiqubits dans lequel nous allons étudier deux notions importantes, notamment l'opérateur statistique et l'intégration quantique qui était l'objet du prix Nobel de physique de cette année décerné à Alain Aspect. Ce chapitre se subdivise en quatre principales parties, à savoir le produit tensoriel, l'opérateur statistique ou opérateur de densité, la non-unicité de la préparation et l'entropie quantique. À la fin de cette leçon, vous devrez être capable de décrire les états à deux ou plusieurs objets quantiques, de décrire l'évolution temporelle de ces états et d'évaluer l'entropie quantique d'un système multiqubit. Nous allons donc commencer par le produit tensoriel. Le produit tensoriel est un outil mathématique qu'on utilise pour combiner deux systèmes appartenant à des espaces différents. Considérons deux systèmes physiques isolés, grand A et grand B, appartenant à des espaces HA et HB, où HA et HB sont des espaces de Hilbert. Si on considère l'ensemble de ces deux sous-états comme un système unique, quel sera l'espace des états associés à ce système unique? Pour répondre donc à cette question, nous faisons appel au produit tensoriel. Donc, pour donc déterminer l'espace des états associés à ce système unique, on réalise donc le produit tensoriel entre HA et HB. Et ce produit tensoriel est noté H. Donc ce grand H qui est égal au produit tensoriel entre A et B, entre HA et HB, représente donc l'espace des états associés à la combinaison de HA et HB. Lorsqu'on a deux états psi A et psi B, le produit tensoriel entre ces deux états s'écrit psi A croix psi B. Et ce produit tensoriel est linéaire par rapport à la multiplication. Il est distributif par rapport à l'addition vectorielle. Le produit tensoriel nous permet de réaliser le produit scalaire de deux vecteurs. Et lorsqu'on a deux vecteurs psi A définis dans une base ket n et psi B définis dans la base ket m, le produit tensoriel entre psi A et psi B sera défini dans la base ket n, ket m, qui représente donc le produit tensoriel entre les vecteurs de la base de psi A et les vecteurs de la base de psi m, et les vecteurs de la base de psi B. Nous avons donc ici un exemple qui nous permet de calculer le produit tensoriel entre deux états donnés. Donc on a psi A défini par 1 sur racine de 2 ket 0 moins ket 1 et psi B égale à 1 sur racine de 2 ket 0 plus ket 1. Ces deux vecteurs psi A et psi B sont définis dans la base ket 0 et ket 1. Mais lorsqu'on va donc réaliser le produit tensoriel entre A et B, la base associée à ce produit tensoriel sera donc le produit tensoriel des vecteurs de cette base-là. Raison pour laquelle on n'aura plus les vecteurs psi 0 et ket 0 et ket 1, mais on aura les vecteurs ket 0 0, ket 0 1, ket 1 0 et ket 1 1. Pour calculer le produit tensoriel entre deux vecteurs, on peut utiliser deux méthodes, soit la forme matricielle, soit la forme vectorielle. Donc pour utiliser la forme matricielle, on utilise les représentations matricielles des vecteurs. Et là, pour calculer psi A tensoriel psi B, on multiplie chaque élément de psi A par les éléments de psi B. Raison pour laquelle ici on a le 1 demi qui résulte de la multiplication de 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2. Et là, 1, 1, moins 1, moins 1 représente donc la multiplication des éléments de A par tous les éléments de B. Alors ce résultat-là. Donc on passe d'un vecteur à 2 dimensions à un vecteur à 4 dimensions. Donc là vraiment c'est la propriété du produit tensoriel. Et on peut également réaliser le produit tensoriel en utilisant la forme vectorielle. D'un côté, on a la forme vectorielle de psi A, de l'autre côté, on a la forme vectorielle de psi B, et on réalise donc le produit tensoriel. Donc là, on a 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2 qui nous donne le 1 demi. Et ensuite, on fait le produit tensoriel entre les vecteurs de A et les vecteurs de B. Et on retrouve donc 1 demi, ket 0 0, plus ket 0 1, moins ket 1 0, moins ket 1 1. Donc là, vous avez un exemple concret de la façon avec laquelle vous pouvez calculer le produit tensoriel entre deux vecteurs appartenant à deux bases différentes. Nous pouvons également
calculer le produit tensoriel de deux opérateurs. Donc, si on considère les opérateurs A et B agissant respectivement dans les états HA et HB, l'opérateur A tensoriel B va agir dans un espace grand H qui sera dans le produit tensoriel entre les deux sous-espaces auxquels appartenaient nos opérateurs de départ A et B. Et lorsqu'on réalise donc ce produit tensoriel, A va agir sur les vecteurs de HA. C'est-à-dire on aura A qui va agir sur psi A, tensoriel B qui va agir sur les vecteurs de psi B. Parce que A appartenant à l'espace HA ayant pour vecteur propre psi A et B appartenant à l'espace HB ayant pour vecteur propre psi B. Avec ces opérateurs, on peut également montrer que deux opérateurs qui appartiennent à deux espaces différents commutent. Donc si on calcule donc le commutateur entre A et B qui appartiennent à deux espaces différents, on trouve 0. Donc ici nous avons aussi une autre propriété du produit tensoriel. Donc si on a un opérateur A agissant sur un vecteur psi A qui est un vecteur propre de A, alors on obtient la valeur propre A associée à ce même vecteur propre. Donc si on réalise donc le produit tensoriel ici entre A et le vecteur psi A et psi B, on aura donc cette valeur propre A associée à psi A, mais tensoriel psi B. Et ici, le psi B est isolé parce qu'on a donc utilisé ici l'opérateur unité. Cet opérateur unité ne va agir que sur les vecteurs de l'espace HB. Raison pour laquelle on aura donc A, grand A appliqué à psi A, tensoriel opérateur unité appliqué à psi B. Et grand A associé à psi A nous donne donc petit a psi A. Et l'opérateur unité dans l'espace HB appliqué à 1, appliqué à psi B, laisse psi B inchangé. Donc là aussi, c'est une autre propriété du produit tensoriel. Ici, nous avons un exemple où on nous demande de calculer le produit tensoriel entre deux opérateurs. Et ici, les opérateurs qu'on utilise, ce sont les opérateurs de Pauli X et Z. Et ces opérateurs de Pauli ont été introduits dans les chapitres précédents. Donc, si on veut donc réaliser le produit tensoriel entre X et Z, comme on l'a dit tout à l'heure, si on veut calculer le produit tensoriel de X et Z, on multiplie chaque élément de X par la matrice Z. Raison pour laquelle ici, lorsqu'on a X tensoriel Z, vous voyez, on a pris chaque élément de X dans la matrice 0, 1, 1, 0, qu'on a multiplié donc par la matrice Z. Et là, le résultat est immédiat. Là, ici, on a 0 fois Z qui nous donne donc une matrice de 0. Ici, on a 1 fois Z qui nous donne la matrice Z. 1 fois Z qui nous donne la matrice Z. 0 fois Z qui nous donne la matrice 0, 0. Et en guise d'exemple, vous pouvez calculer également le produit tensoriel entre Z et X et vous tirez une conclusion. Et la conclusion a déjà été donnée dans le cercle précédent lorsqu'on calcule le commutateur entre deux opérateurs qui appartiennent à des espaces différents. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc si vous calculez donc Z de tensoriel X, vous trouvez la matrice, vous pouvez donc dire ce que vous observez. Donc là, on a un autre exemple qui va nous permettre de revoir ce qu'on a vu dans le chapitre 3 concernant le calcul de la probabilité. Donc ici, on a un état ket psi défini dans la base ket 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. La première question nous demande de calculer la probabilité de trouver le système dans l'état 0, 1. Donc, on sait que pour calculer la probabilité pour trouver le système dans l'état 0, 1, il faut calculer d'abord l'amplitude de probabilité. Et ensuite, pour la probabilité, c'est juste le module au carré de l'amplitude. Donc, pour trouver ce système ket psi dans cet état 0, 1, on projette l'état ket psi dans cet état 0, 1. Donc, c'est la propriété de Born. Donc, lorsqu'on projette donc ket psi sur l'état phi,
voilà ce qu'on obtient. Et ici, comme on a vu dans les cercles précédents, chaque vecteur va agir sur chaque vecteur ici d'un état, chaque vecteur d'un sous-espace, autant pour moi, va agir sur un autre vecteur du même sous-espace. Donc ici, on a différencié avec deux couleurs, le rouge et le bleu. Donc, les vecteurs bleus vont agir sur les vecteurs bleus et les vecteurs rouges vont agir sur les vecteurs rouges. Et il faut donc tenir compte de cette relation-là de produit scalaire entre 0, 1 et 1, 0. Ce sont des vecteurs orthogonaux dans une même base. Donc ici, lorsqu'on calcule dans le produit scalaire entre 0 et 0, ici, le produit scalaire entre 0 et 0 va nous donner 1. Mais le produit scalaire entre 1 et 0 va nous donner 0. Raison pour laquelle ce premier terme-là sera nul. Ensuite, le produit scalaire entre 0 et 0 nous donne 1. Le produit scalaire entre 1 et 1 nous donne 1. Donc, on conserve ce terme-ci. Et le produit scalaire entre 0 et 1 nous donne 0. Le produit scalaire entre 1 et 1, entre 1 et 1 nous donne 1. Donc, ce terme-ci sera annulé. Donc là, on va juste rester avec un seul terme qui sera égal à racine de 3 huitièmes. Et ces deux produits scalaires ici nous donnent 1. Donc là, on a donc l'amplitude de probabilité de trouver donc cet état dans l'état 1, 0. Et pour calculer dans la probabilité, c'est juste le module au carré de cette amplitude ici. Donc là, c'est pour cette question. Maintenant, dans la deuxième question, on nous demande de déterminer la probabilité de trouver le premier qubit dans l'état 0. Donc ici, on veut juste trouver ce premier qubit dans l'état 0 et le deuxième qubit doit rester inchangé. Pour le faire, on utilise donc l'opérateur projection associé au quête 0 qu'on multiplie avec la matrice unité dans l'espace psi b. Pourquoi on utilise la matrice unité dans l'espace psi b? Parce qu'on veut juste modifier le premier qubit. Et ce premier qubit-ci est dans l'espace des bleus, si on peut dire comme ça. Et le deuxième qubit est dans l'espace des rouges. Ça veut dire pour laisser inchanger ce deuxième qubit, on doit donc multiplier ici par la matrice unité appartenant à l'espace rouge. On a vu tout à l'heure dans les slides précédents que lorsqu'on prend la matrice unité et qu'on applique à un vecteur du même sous-espace, alors ce vecteur reste inchangé. Donc là, ici, c'est un peu l'astuce pour pouvoir résoudre cette question. Donc, si on veut donc calculer cette probabilité, donc on prend donc le projecteur associé à l'état quête 0 qu'on multiplie avec l'état qu'on nous a donné. Et ici, la matrice, l'opérateur unité appliqué au quête 0 va les laisser inchangés. C'est pour ça qu'il change sur le 0. Et là, on aura dans le produit tensoriel entre 0 et 0 qui nous donne 1. Produit tensoriel entre 0 et 1 qui va nous donner 0. Et ici, le produit tensoriel entre 0 et 1 qui va nous donner également 0. Dans la fin, on se retrouve donc avec cet état 1 sur racine de 8 quête 0, 0 plus racine de 3 huitièmes quête 0, 1. Donc, on va juste rester avec ces deux états. Donc, ici, on a donc 0 scalaire 0 qui nous donne 1. Et ici, 0 scalaire 0 qui nous donne 1. Tous ces deux autres termes vont être égaux à 0. Et pour déterminer la probabilité, on utilise la règle de Born qui est là. On trouve dans la probabilité de trouver le système dans la probabilité que le premier qubit se trouve dans l'état quête 0 nous donne 1,5. Et pour trouver dans l'état du système après la mesure, on utilise la règle du postulat 5 qu'on a vu dans le chapitre précédent. Et en utilisant dans cette règle, on trouve dans l'état du système après la mesure. Après cette première partie qui parlait du produit tensoriel, nous allons entrer dans le vif du sujet ici en parlant des états intriqués. Donc un état intriqué ou encore état corrélé, c'est un état qui est dit non factorisable. Ça veut dire qu'il existe donc une corrélation entre les états d'un état intriqué. Donc ces états-là sont non factorisables. Et parmi donc tous les états intriqués qu'il existe, on a donc ces quatre états qu'on appelle encore états de Bell.
Et ces états de Bell là, ce sont des états intriqués. Et ici, on a dans la forme compacte de ces états-là. On a bxy qui est égal à 1 sur racine de 2, qui est de 0y, plus moins 1 puissance x, qui est de 1 moins y, avec xy égale à 0 ou 1. Donc, avec cette forme compacte des états de Bell, vous pouvez retrouver ces 4 états en remplaçant juste x et y, soit par 0, 0, soit par 0, 1, ou bien 1, 0, ou 1, 1. Et vous retrouvez facilement ces états de Bell. Donc, ici, on utilise encore cette notion de produit tensoriel qu'on a vu. Donc, on peut donc calculer ici le produit tensoriel entre un opérateur de Pauli ou un opérateur de Pauli et un état de Bell. Donc, pour donc calculer ce produit tensoriel, ici nous avons un exemple. Un exemple qu'on peut suivre à la lettre. Donc ici, lorsqu'on a donc z appliqué à quête de y, on a moins 1 puissance y quête de y. Z appliqué à 1 moins y, on a moins 1 puissance 1 moins y, 1 moins y. Et cette forme-ci, vous pouvez la retrouver en utilisant la forme vectorielle de la matrice de Pauli Z. Soit la forme vectorielle de la matrice de Pauli Z, soit la forme matricielle. Vous allez retrouver ceci. Donc, si on applique donc cette règle-là à ce premier produit tensoriel, en utilisant dans la forme de bxy, on obtient facilement ceci. Bon, pas facilement, mais avec juste un peu de calcul, vous pouvez montrer que z tensoriel z appliqué à bxy est encore égal à moins 1 puissance y b de xy. Donc là, vous utilisez juste la forme vectorielle de bxy et vous utilisez ces deux propriétés. Vous allez donc montrer que lorsqu'on a le produit tensoriel des matrices de Pauli et d'un état de Bell, on peut retrouver toutes ces propriétés-ci. Donc, ici également, on a le produit tensoriel entre deux vecteurs. Donc, on a deux qubits, psi A et psi B, qui sont définis de cette façon. On peut donc réaliser le produit tensoriel entre psi A et psi B. Donc, on utilise la distributivité du produit tensoriel. Donc là, on aura A0 fois B0, quête 0 tensoriel, quête 0A tensoriel, quête 0B, A0B1, quête 0A tensoriel, quête 1B, et pareil pour A1. Et ici, on a bien évidemment cette relation de complétude là. Donc, ici, nous avons la condition que doit vérifier les coefficients d'un vecteur ou d'un produit tensoriel pour qu'on ait un état intriqué. Donc, pour qu'on ait un état intriqué, il faudrait que cette condition-là soit valide. Donc, tout à l'heure, on avait notre vecteur psi A, psi B qui avait des coefficients A0, B0, A0B1, A1B0 et A1B1. On voit qu'on a ici, si on prend A fois gamma, A fois delta, c'est égal à bêta fois gamma. Ça veut dire que cet état-ci est factorisable. Si cet état est factorisable, alors ce n'est pas un état intriqué. Puisqu'on a dit qu'un état soit intriqué, il faut qu'il soit non factorisable. Donc, si on considère un état de Bell au hasard, cet état de Bell là, et qu'on vérifie cette condition, on voit effectivement que A fois gamma, A fois delta est différent de bêta fois gamma. Raison pour laquelle on dit que les états de Bell sont des états intriqués. Nous allons nous arrêter là pour cette première partie. Et nous aurons une deuxième vidéo pour parler de l'opérateur statistique et des deux autres parties. Je vous remercie.